Bienvenue à ce deuxième webinaire sur l'éducation au développement durable, organisé par le groupe de travail EDD de l'OMEP, dirigé par nos collègues Ingrid Bramling-Samuelson, Ingrid Engler et Adriana Wisnik-Jedvik. Le sommet de l'éducation transformatrice, combiné en septembre 2022, et la déclaration et les engagements de la récente conférence mondiale sur la protection et l'éducation de la petite enfance sont devenus un cadre mondial convenu pour mettre l'éducation, y compris l'éducation de la petite enfance, dans l'agenda économique politique en termes d'équité et d'inclusion, de qualité et de pertinence en tant que droit humain fondamental. Une des initiatives de l'OMEP pour remplir son engagement en tant que partie de la société civile est la série de séminaires 2023, qui est une opportunité de créer un espace pour l'échange d'idées et de générer des connaissances pour développer des EPPE de qualité. Pourquoi l'OMEP s'implique-t-elle dans ce projet phare? Le EDD donne aux apprenants de tous âges les connaissances, les compétences, les valeurs et les moyens de relever les défis mondiaux interconnectés, notamment les changements climatiques, la perte de biodiversité, l'utilisation durable des ressources et les inégalités sociales, culturelles et économiques. Elle donne aux apprenants de tous âges les moyens de prendre des décisions éclairées et d'agir individuellement et collectivement pour changer la société et prendre soin de la planète, mais aussi pour développer leur propre citoyenneté. Le EDD est un processus d'apprentissage tout au long de la vie et fait partie intégrante d'une éducation de qualité. Elle renforce les dimensions cognitives, sociales, émotionnelles et comportementales de l'apprentissage et englobe les contenus et les résultats de l'apprentissage, la pédagogie et l'environnement d'apprentissage lui-même. L'UNESCO est l'agent-chef de file des Nations Unies pour le EDD et elle est aussi responsable de la mise en œuvre de l'agenda 2030 de l'éducation et bien sûr, elle a travaillé dans les décennies des Nations Unies de l'éducation pour le développement durable de 2005 à 2014 et le plan d'élection mondiale, le GAP, de 2015 à 2019. Comme vous le savez peut-être, l'OMEP accompagne et soutient tous ces processus depuis près de 15 ans. Les travaux de l'OMEP sur le EPPE se concentrent sur l'autonomisation et la mobilisation des éducateurs et des chercheurs sur cette question, sur le renforcement des capacités des éducateurs et des centres de EPP et sur le plaidoyer et l'accélération des politiques publiques nationales à un niveau d'action local. Lundi dernier, nous avons organisé le premier webinaire de la série de séminaires de l'OMEP de cette année, au cours duquel deux projets gagnants dans le cadre du concours EDD 2022 ont été présentés. Si vous avez manqué cette activité ou si vous voulez revoir certaines idées, vous pouvez regarder la vidéo sur la chaîne YouTube OMEP World TV. Aujourd'hui, nous organisons ce deuxième séminaire pour continuer à inspirer et à soutenir les candidats au prix EDD et au prix étudiant. Les candidatures peuvent être soumises cette année jusqu'au 15 avril. Vous pouvez voir toutes les informations concernant l'appel pour 2023 sur le site d'OMEP World. Cette année, nous mettrons l'accent sur les jeux et vous encourageons à participer. Le professeur Nicolas Bramling de l'Université de Gothenburg introduira ce sujet important et mènera une discussion enrichissante avec des questions et des réponses.
Nous lui sommes très reconnaissants pour son engagement et sa collaboration. Merci, Nicolas. La session sera modérée par Ingrid Englad d'OMEP Suède et ancienne vice-présidente d'OMEP pour la région européenne. Merci, Ingrid, pour votre participation et votre engagement permanent. Ce webinaire ne serait pas possible sans le travail de Camila Hirsch, assistante d'OMEP World, et Carlos Puig Vivanco, secrétaire d'OMEP Argentine, qui ont fourni une assistance et un soutien technique, administratif et communicationnel. Merci à tous les deux. J'espère que vous appréciez cette session et que je vous souhaite une bonne journée. Merci, Mercedes, notre présidente mondiale. Merci pour ces bons et beaux mots. Bienvenue à la session du webinaire où nous allons approfondir un peu plus les demandes de prix pour les années 2023. Je vous souhaite la bienvenue à tous et mon nom est Ingrid Engdahl. Je suis active au sein d'OMEP Suède et comme Mercedes l'a dit, je suis également active depuis de nombreuses années dans cette approche appelée E2D. Bon, voyons voir. J'aimerais partager un PowerPoint avec vous pour nous guider à travers certaines des choses que Mercedes a mentionnées et quelques nouvelles choses peut-être. Et voilà. Comme Mercedes l'a mentionné, le lien avec l'UNESCO ou l'engagement mondial sur l'éducation pour la durabilité et le changement du monde pour un avenir plus durable. Nous attachons habituellement l'objectif numéro 4, l'éducation de qualité, à notre travail, mais il faut dire que les 17 objectifs du développement durable sont pertinents pour la petite enfance et pour l'éducation de la petite enfance. Mais la plupart des choses que nous avons faites dans l'OMEP ont été liées à l'éducation de qualité et c'est un succès que le lobbying pour la petite enfance ait fait une entrée aux Nations Unies pour la première fois. Nous utilisons aussi très souvent la cible 4.2 qui concerne l'éducation au développement durable au niveau mondial et local, la citoyenneté et les valeurs. Ce prix que nous décernons est en place depuis 2010. C'est un succès. C'est le plus grand système de récompense pour l'éducation de la petite enfance dans le monde. Et nous sommes très fiers de ces chiffres que vous pouvez voir ici. Nous touchons de centaines et de milliards d'enfants et ce sont ceux qui ont postulé pour le prix. Il y a beaucoup d'autres enseignants dans le monde qui travaillent dans le domaine de l'éducation au développement durable et qui ne finissent pas par envoyer leur candidature, mais vous voyez tous les chiffres ici. Je voudrais également reconnaître les groupes de direction. Mercedes a mentionné Ingrid Pramlin-Samuelson et Adriana Wisnik et moi, mais nous sommes plus internationaux. Nous avons Glenn McKay de Nouvelle-Zélande, Ayun Park de Corée, Selma Simonstein du Chili, Petra Vystsiloya de la République tchèque et Judith Warner des États-Unis. Et vous pouvez voir que ce sont des personnes qui ont une longue expérience et une tradition de travail pour et dans OMEP. Le projet de l'OMEP a commencé en 2009 et s'est manifesté en 2010. Depuis lors, nous avons continué avec 8 autres parties du projet, on pourrait dire, où nous nous sommes penchés sur la voix des enfants, qui était la première liée à ce dessin d'Anna. Mais nous avons également examiné les projets en pratique, les projets de E2D en pratique. Nous avons examiné différents objectifs pour atteindre et se rapprocher des objectifs de développement durable.
Nous avons eu plus de projets et nous nous sommes également tournés vers l'enseignant et avons travaillé avec les compétences des enseignants et le développement des pratiques des enseignants. Et nous avons réalisé ensemble au cours des années 2015 à 2019. Nous avons commencé une banque de ressources hébergée par l'UNESCO et l'OMEP sur les projets EDD. Nous avons développé une échelle de notation d'OMEP EDD qui est un bon outil pour commencer une évaluation de la qualité. Où en est mon établissement? Où en est mon école maternelle dans son travail pour la durabilité? Et nous avons ce prix, donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez examiner sur le site web de l'OMEP et que vous pouvez lire dans la revue de l'OMEP. Les critères du concours ont toujours été qu'il devrait s'agir de projets dans lesquels vous travaillez directement avec des enfants et nous utilisons la définition internationale de la petite enfance, de la naissance à l'âge de 8 ans et de préférence jusqu'à l'âge de 6 ans. Et les propositions doivent être récentes, quelque chose que vous avez fait au cours des dernières années et qui doit être presque terminé au moment où vous postulez pour les prix. Et les activités doivent être liées à une ou plusieurs composantes de la durabilité des environnements sains, des économies viables et des sociétés équitables, justes et pacifiques. Donc, en fait, vous pouvez proposer ou postuler pour n'importe quel projet que vous réalisez dans votre structure d'accueil de la petite enfance en lien avec la durabilité. Cette année, nous avons un autre critère supplémentaire. Nous voulons lier l'éducation à la durabilité, au rôle fondamental du jeu et de la communication dans l'éducation de la petite enfance. Cela pourrait renforcer les parties du projet qui nous aident à voir ce que les enfants font, ce qu'ils disent, ce qu'ils expriment, et cela pourrait intéresser d'autres personnes dans ce domaine. S'ils peuvent voir que dans le jeu, vous pouvez travailler avec la durabilité de l'apprentissage par le jeu intégré. Pour mettre en avant cette approche, nous avons demandé à 2 chercheurs de l'Université de Göteborg, Nicolas Brambling et Cecilia Ballestedt, de réaliser 2 enregistrements sur cette activité, cette perspective appelée jeu responsable, enseignement et apprentissage. Vous pouvez les voir et peut-être les avez-vous déjà regardés avant ce webinaire. C'est ce que nous avons demandé de faire, mais il est toujours possible de le regarder et d'en discuter avec des collègues et des étudiants de l'université. Qu'est-ce que la théorie du théorème du jeu réactif et comment pouvez-vous travailler avec cette théorie en tant qu'enseignante en école maternelle? Et il existe également un livre qui présente cette théorie si vous voulez en savoir plus. Et dans ce livre, vous trouverez la théorie elle-même et son contexte, mais aussi un certain nombre d'études, de cas qui sont actifs dans cette perspective théorique. Pour être sûr que vous ne manquiez pas cette partie et qui est vraiment importante aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir annoncé le 14e concours annuel du prix de l'éducation au développement durable et c'est la 5e année que nous nous adressons directement aux étudiants. Après quelques années, nous avons réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une compétition équitable entre les étudiants et les enseignants. Nous avons donc 2 prix et nous espérons vraiment recevoir plus de candidatures d'étudiants et beaucoup de candidatures d'enseignants. La date limite est le 15 avril et vous voyez les liens ici. Et si vous voulez, vous devrez postuler dans un format spécial et ce format des colonnes et sur le site de l'OMEP, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, j'ai le grand plaisir de donner la parole au professeur Nicolas Brambling. Il est l'un des responsables du groupe de recherche à l'Université de Göteborg, où toute cette théorie de l'éducation par le jeu dans la petite enfance est développée et réalisée. Et vous et votre collègue Cecilia avez été très utiles en réalisant les vidéos pour nous. Et maintenant, je vous invite, Nicolas, à prendre la parole et à faire une brève introduction sur ce sujet.
Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, parfait. Ah, juste une dernière chose. Désolé, Nicolas. Dans une classe, ce n'est pas poli de vous donner la parole et de la répondre ensuite. Si vous avez des commentaires, des questions, n'importe quoi, mettez-les dans le chat et mettez vos questions là et nous les prendrons en compte étant donné que les tendances nous aident à lire ce que vous dites et après l'introduction de Nicolas, il y aura des questions et des réponses de vous ou de moi. Et j'espère que nous aurons une bonne discussion sur les rôles importants du jeu et les rôles importants de la réactivité des enseignants dans l'éducation et l'apprentissage de la petite enfance. Alors, utilisez le chat, s'il vous plaît. Et maintenant, je vais me taire. Je vous cède la parole, Nicolas. Merci et laisse-moi juste partager mon écran. Vous le voir maintenant? Oui, parfait, merci. Ok, donc, je vais juste présenter, puisqu'il y a 2 films que vous pouvez regarder sur cette théorie et comment travailler avec elle. Je vais juste ajouter quelques mots sur les jeux et la durabilité de cette perspective et certaines choses que je pense qu'elles sont très importantes dans cette relation. Ce ne sont que quelques ajouts mineurs à ces présentations. Une question, bien sûr, qui est très fondamentale pour le travail sur la durabilité est la suivante. Comment créer de bonnes conditions pour l'avenir ou créer un bon avenir? Et une chose à souligner pour l'éducation de la petite enfance, parmi beaucoup d'autres choses, c'est qu'il est très important de nourrir et de développer les capacités des enfants à imaginer et à fantasmer. Et je parlerai un peu de la raison pour laquelle c'est important et de la façon dont vous pouvez soutenir cela. Il est aussi très important d'apprendre très tôt dans la vie à penser différemment, que les choses peuvent être comprises de différentes manières, qu'il n'y a pas une seule façon de comprendre le monde, et aussi d'être capable de poser différents types de questions, de changer de perspective, de poser d'autres types de questions, et bien sûr apprendre à comprendre les différents points de vue et comment ceux-ci peuvent être coordonnés. C'est quelque chose que les enfants travaillent lorsqu'ils s'établissent, jouent ensemble lorsqu'ils jouent ensemble parce que souvent, ils ont des idées différentes de ce qu'il faut jouer et comment jouer ce jeu, et ainsi de suite. Et c'est quelque chose sur lequel ils communiquent. Donc, ils communiquent souvent sur leur jeu et comment ils devraient jouer et quel rôle il y a, et ainsi de suite. C'est un type de socialisation très important dans cette forme de communication démocratique où différentes perspectives sont soulevées et où les gens essayent de considérer les points de vue de l'autre et d'en faire quelque chose de commun. Ils se disent alors, oh, nous voulons des choses différentes, alors tu fais ton truc et je fais mon truc, et comment pouvons-nous faire quelque chose ensemble à partir de ces différents points de vue? C'est central pour établir et être capable de jouer ensemble. Quand je parle de l'importance de comprendre comment les choses pourraient être différentes, il y a cette figure de pensée que nous appelons et c'est une sorte de pensée orientée vers l'avenir. Il y a différentes formes que cela peut prendre, par exemple, et si c'était moi, et c'est une sorte de façon de travailler avec empathie, comprendre la situation des autres personnes. Mais si c'était moi et ma famille qui devraient vivre ce conflit ou cet événement, ou si c'était à l'inverse, c'est une forme de base de la pensée critique. Est-ce que ça doit être comme ça? Et si c'était plutôt comme ça? Ou si ce que je prends pour acquis est inconnu des autres? C'est une façon de se rendre compte de ce que nous prenons pour acquis, de ce qui se trouve dans notre perspective et que nous ne voyons pas nous-mêmes. Nous ne les voyons que lorsque nous entrons en contact avec une autre perspective. Ou si ce que les autres prennent pour acquis m'est inconnu,
Et c'est aussi très important du point de vue du développement de réaliser que vous ne savez pas certaines choses et que vous pouvez penser comment faire pour les découvrir. Et c'est une sorte de question de prise de conscience de l'importance de l'apprentissage. Et puis, ce dont j'ai déjà parlé un peu, c'est ce qui se passerait si, au lieu de ceci et cela, c'était comme ça. C'est une façon de s'engager dans cette sorte de réflexion imaginaire qui consiste à se demander ce qui se passerait si on changeait les prémices ou les suppositions ou ce que l'on prend pour acquis, si on changeait ces choses et ce qui s'ensuit. C'est très important car cela nous amène à la question de savoir pourquoi la fantaisie et l'imagination sont si importants pour la durabilité. Car si vous pouvez imaginer comment quelque chose pourrait être différent, et si c'était plutôt comme ça, alors vous pouvez communiquer avec les autres à ces sujets et vous pouvez également travailler à la réalisation et à la concrétisation de ces idées. Par exemple, si vous imaginez que si les mots étaient comme ceci, alors que devrions-nous faire pour y arriver? Qu'est-ce que cela signifierait pour ceci et cela et dans d'autres situations? Cela peut actualiser beaucoup de choses qui suivent. C'est la façon de mettre la pensée en mouvement. Ce qui se passe si nous changeons quelque chose. Et c'est très différent de l'apprentissage du monde, comme une sorte d'établissement de fait établi. Ce qui est également important, mais c'est un autre mode de fabrication de la connaissance. Une chose qu'il est bien sûr excellent d'encourager dans l'éducation de la petite enfance, c'est l'apprentissage du jeu, de la fantaisie et de l'imagination. Et j'insiste sur le fait qu'il est également important de ne pas naturaliser le jeu, de ne pas supposer que tout le monde peut jouer et peut jouer ensemble. Car la façon d'entrer dans le jeu et de contribuer au jeu en tant que participant est quelque chose que les enfants et le personnel, dans un contexte décidé, doivent apprendre à faire. Il y a différentes stratégies que les enfants utilisent pour devenir des participants au jeu. Et c'est quelque chose qu'ils peuvent développer avec les deux autres. Donc, c'est aussi très important que tout le monde puisse devenir un participant et un partenaire dans le jeu. Il est également très important de développer la fantaisie, comme je l'ai dit, et c'est l'idée que vous pouvez imaginer ce qui pourrait se passer ou comment cela pourrait être à la place d'une autre situation. C'est quelque chose que nous entretenons beaucoup à travers la narration et beaucoup de jeux sont des jeux narratifs. Vous jouez à une sorte d'aventure ou quelque chose comme ça et vous avez toujours ces questions. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ainsi de suite. Et ce sont des moyens très faciles ou basiques d'engager les gens. Ou à vous savez, penser à l'avance à ce qui va se passer ensuite. C'est un mode de pensée orienté vers l'avenir, mais il y a aussi la narration. Par exemple, pourquoi c'était comme ça, comment on a fini ici. Et ce sont deux modes de pensée très importants, mais très différents l'un de l'autre. On pourrait dire que ce qui se passe ensuite ou comment ça pourrait être à la place, c'est le mode de pensée orienté vers l'avenir. Mais pourquoi c'était comme ça? C'est plus une réflexion. On repense à ce qui s'est passé, ce qui nous a amenés ici et quelles leçons on a tirées de nos expériences. Ce sont deux façons très différentes et très importantes de penser, d'apprendre du passé, mais aussi d'être capable de penser à un futur différent. Et si on peut penser à ce futur différent, qu'est-ce qu'on devrait faire pour atteindre ce futur? Il y a quelque chose dont nous parlons souvent, et nous le faisons dans ce film,
que vous pouvez regarder, c'est la liberté du jeu. Et c'est bien sûr important. C'est un idéal très important que le jeu soit libre. Mais nous soulignons souvent cette idée à partir de cette distinction de ce qui est mauvais, drôle et nouveau. Et il fait la différence entre le jeu libre de la participation des adultes, ou si les participants sont libres de prendre des activités dans des directions imprévisibles. Et c'est la liberté. C'est ce que nous soulignons ici, c'est que la liberté critique dans le jeu et ne donne pas où vous allez finir. Nous n'avons pas un point final fixe. C'est ouvert, c'est évolutif, c'est réactif à l'endroit où nous amenons cette activité. Et bien sûr, cette ouverture peut se faire avec ou sans la participation d'adultes. C'est donc une liberté très importante, mais ce n'est pas une liberté par rapport aux adultes, parce que les adultes sont des contributeurs très importants potentiellement au jeu et aux membres du jeu. Et nous devons aussi être très conscients du fait que le jeu n'est pas libre dans le sens où il n'est présume de rien. Je veux dire qu'il faut toujours quelque chose pour participer à une activité et pour être capable de jouer ensemble. Il faut une certaine expérience et des connaissances que vous pouvez prendre. Par exemple, si certains enfants veulent jouer à un film populaire qu'ils ont vu et que les autres enfants du groupe n'ont pas vu ce film, il est très difficile de devenir un participant parce que vous ne savez pas quel rôle il y a dans cette histoire, vous ne savez pas ce que font les différents personnages, quel genre de personnages ils sont, et ainsi de suite. Vous ne connaissez pas la narration et vous avez donc besoin d'une certaine expérience pour pouvoir participer à une activité. Il est donc très important de s'assurer que tous les enfants reçoivent le type d'expérience dont ils ont besoin pour pouvoir participer à ces activités mutuelles et aussi cette expérience ou cette connaissance des différentes parties de la société. Tous les enfants savent-ils ce qui c'est un formulaire, ce qu'on y fait, ce qu'on y a, etc. C'est aussi une chose à laquelle on peut toujours penser pour n'importe quelle activité en termes de participation et d'adhésion au jeu. Que faut-il faire pour pouvoir participer à cette activité? Ok. Ce sont quelques mots que je voulais dire des deux films que vous pouvez voir. Ingrid a mentionné la première, la monographie, mais il y en a aussi des plus récentes. Par exemple, la deuxième intitulée Le déclenchement en cours du jeu est une étude sur la façon dont on peut encourager les enfants à élargir le récit, à penser à l'avenir et à ce qui pourrait se passer, et créer une narrative. Ensuite, il y a une étude récente qui concerne les droits des enfants à jouer contre les droits dans les jeux en relation avec la Convention relative aux droits de l'enfant. Et enfin, il y a un texte sur la réactivité au jeu en relation avec les plus jeunes enfants dans les écoles maternelles et c'est à quoi cela peut ressembler, ce que cela peut signifier avec les autres jeunes enfants. Ce sont des textes auxquels vous pouvez accéder en texte intégral grâce à ce lien ou si vous recherchez ce titre sur Google. C'est là de tout ce que je voulais vous dire. Merci. Merci Nicolas. J'ai un problème parce que j'ai un très petit écran. Peut-être que je peux le voir maintenant. C'est comme si mon écran était verrouillé, mais merci Nicolas. C'était tellement important de réaliser comment le jeu et l'apprentissage sont intégrés, comment le jeu, l'apprentissage et la qualité sont intégrés, et ensuite le jeu, l'apprentissage, la qualité et la durabilité sont intégrés dans les premières années. Et je pense que vous l'avez très bien présenté. Personnellement, j'ai accès à cette théorie juste par ces mots en pensant de quoi s'agit-il? Et c'est aussi deux perspectives qui pourraient nous guider dans nos projets de durabilité. De quoi s'agit-il?
Et si nous pouvions amener les enfants à jouer et à apprendre autour de ce sujet. Je pense que nous avons une question. Bien, désolé Nicolas, vous voulez faire un commentaire? Non, je voulais juste dire que j'étais d'accord. Oui, ok. Je vois qu'il y avait une question. Oui. Avec la formation ou le programme d'études des enseignants de l'école maternelle qui ne soutiennent pas la manière transformative d'enseigner et d'apprendre en ayant des bases solides et des compétences émotionnelles sociales, mais qui sont nécessaires pour une éducation durable, C'est ma plus grande préoccupation et participation. S'il vous plaît, présumez l'agence de la liberté de penser différemment. Je pense que je devrais dire. Bien, merci pour la question. Il s'agit de savoir ce qu'il faut faire si vous enseignez dans un cadre, dans une école ou dans un système qui est très prescriptif. Alors que l'idée globale sur laquelle je me base est d'ouvrir la voie à la fantaisie, à la créativité. Ce parce que nous avons besoin de nouvelles solutions. Nous devons trouver des moyens réactifs de changer les choses et nous devons transformer la vie quotidienne dans les écoles maternelles, dans les établissements, dans la société, dans les familles. Et je dirais qu'il faut un certain courage pour lancer la discussion entre collègues sur le fait que nous devons changer. Nous avons les ODD, votre pays a probablement adhéré aux ODD et les ODD encouragent le changement. Ils s'appuient sur les changements de la façon dont nous avons fait les choses au cours des dernières décennies. Dans ce cas, Nicolas, vous avez des commentaires? Oui, je peux juste dire que cela dépend un peu du niveau de cette résistance. Si elle vient des dirigeants, il faut un certain type de travail pour faire valoir cet argument, bien sûr. Et comme Ingrid l'a dit, en se référant à ses objectifs et à l'engagement envers eux. Mais si c'est dans les groupes de travail, il y a ce type de pratique et de recherche qui montre l'importance du groupe de travail ou l'équipe de travail. Collaborer sur la façon de développer leur travail. Par exemple, une stratégie très courante est que quelqu'un s'engage dans une activité avec les enfants et quelqu'un d'autre dans l'équipe de travail filme cette interaction pendant un certain temps, puis l'équipe de travail montre le film et en discute et voit ce qui se passe ici, pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce qu'on peut développer ici, comment on aura pu faire ça différemment ou comment on aura pu faire ça plus tard. C'est aussi un moyen d'accéder à des perspectives différentes au sein de l'équipe de travail, d'en discuter et de voir ce qu'elles signifient et comment répondre à ces différences, plutôt que d'avoir une seule façon de faire qui peut être frustrante pour certains, car ils la voient comme contraire à ce qu'ils doivent faire. Il y a un commentaire d'Adriana. Vous voulez dire quelque chose? Vous pouvez avoir la parole si vous ouvrez votre micro. Oui, merci. Je veux juste remercier Nicolas d'avoir souligné le rôle des adultes ou des enseignants dans les jeux livres, parce que parfois, on pense que si l'adulte fait partie du jeu, ce n'est pas un jeu livre. Donc, peut-être que vous pouvez faire une distinction ou nous en dire plus sur la différence entre le jeu didactique et le jeu livre. Mais merci de nous donner un rôle pour jouer avec les enfants et pas seulement pour observer. Merci. L'écran s'est coincé un peu et je n'ai pas entendu. Est-ce que vous m'avez posé une question? Bien, c'est juste pour compléter complémenter le fait que vous insistez sur les rôles des adultes et la différence entre les jeux livres, livres des adultes et les jeux livres, livres des résultats. Tout peut arriver dans le jeu. Les gens parlent un peu plus de tout, du rôle de l'enseignant et de ce que certains appellent le jeu livre de l'alimentation, c'est-à-dire livre des adultes. Oui, je veux dire
qu'il y a quelque chose de très important que les enseignants ou les adultes voient. Cela peut être aussi à la maison ou dans d'autres contextes, parce qu'en tant que contributeurs, ils ont fait l'expérience que nous, en tant qu'agents culturels, si vous voulez, donc, par exemple, si l'enfant joue à quelque chose et que certains enfants sont exclus, ou que certains enfants ont des rôles très ennuyeux, par exemple, être le chien qui dort dans la maison, de passe ou autre, alors les professeurs peuvent contribuer avec des nouveaux rôles qui sont liés à cet endroit pour que tous les enfants puissent être inclus et obtenir ces flèches de développement agréables. Et il est également possible pour l'adulte d'un plus expérimenté de voir comment différentes sortes de ressources culturelles de couleurs et qui pourraient être des concepts ou des pratiques culturelles qui pourraient être actualisées dans ce jeu. Par exemple, s'il joue au magasin pour peut-être introduire l'addition et l'argent, la publicité pour les produits, comment expédier les produits, comment conserver la nourriture au froid, etc. Vous pouvez présenter de nombreux éléments pertinents et cela contribue également à l'apprentissage de cette approche plus didactique, sans transformer le jeu en quelque chose d'autre, car ce type de ressource sera fonctionnel pour faire avancer le jeu plutôt que de le distraire. C'est donc très important que les adultes puissent contribuer en ayant plus d'expérience que les enfants sur différentes choses. Oui, merci. C'est un jeu multiple. C'est une place originale et la plus choisie par les enfants. Et si vous voulez pouvoir promouvoir l'apprentissage et avec les enfants, nous devons communiquer dans cette place, la reine du jeu. Mais pourriez-vous dire quelque chose sur ce que le jeu pourrait spécifiquement apporter à l'éducation, à la durabilité, ou y a-t-il un certain lien qui est vraiment important lorsque nous voulons atteindre le développement durable? Oui. Eh bien, je pense que certaines choses, toutes ces questions de capacité à imaginer comme cela pourrait être différemment, de sorte que vous pouvez passer de la façon dont le monde est à la façon dont il pourrait être, ou comment il peut être, et une autre chose qui concerne ce genre d'interrelation entre les gens, comment nous pourrions entrer en contact. En jouant avec les enfants, entrer en contact avec différentes perspectives et comment ils coordonnent cela. Apprendre à coordonner cela dans une activité mutuelle, c'est très important. Et c'est aussi la durabilité parce que la durabilité actualise toujours des points de vue différents et ainsi de suite. Et juste comprendre qu'il y a des perspectives et des compréhensions différentes et comment on peut essayer de les relier et trouver quelque chose de commun. Malgré ces différences, je pense que c'est aussi très important dans les jeux et donc je pense que la partie imagination, c'est le genre de pensée qui s'engage dans les possibles plutôt que dans l'existence, est très important parce que si vous regardez seulement comment c'est, il est très difficile de changer quelque chose. Vous devez avoir une sorte de marque de direction et une sorte d'idéal ou ce que vous voulez accomplir. Et cela signifie imaginer être quelque chose qui est différent de ce qu'il est maintenant. Je pense donc que cette imagination est la relation clé entre le jeu et le travail de durabilité. Oui, c'est aussi le cas. Oui. C'est intéressant parce que à la fin de la décennie à Nagoya, en 2014, le ministre de l'Éducation du Ghana a parlé de cela, en disant que nous n'aurons jamais un avenir durable si nous ne pouvons pas imaginer ce qu'il est. Nous devons commencer à imaginer ce qu'il devrait être. Je voulais souligner ce qui a été dit auparavant sur le tournage. Je veux dire qu'avec la technologie d'aujourd'hui, il est si facile d'utiliser un iPad, de le mettre quelque part et d'enregistrer ce que vous faites. Vous pouvez l'enregistrer sur votre téléphone, seulement le son, ce que les gens disent, parce que
Si nous pensons à l'anglais, que nous présentons la toute première tâche dans le EDD, dans le MEP, était sur cette image quand les enfants nettoyaient les glaives. Et vous pouvez voir comment les enseignants ont été si surpris. Je veux dire qu'il n'y a pas d'outil plus puissant pour apprendre sur sa propre vie quotidienne et sur le monde des enfants que de l'enregistrer et de penser à l'analyser et à en discuter, que ce soit sur un film ou un enregistrement sonore. Je vais juste ajouter quelque chose à ce dont nous avons parlé et je suis d'accord avec cela, mais pour ajouter quelque chose à ce que j'ai dit avant, c'est aussi que je soulignais ici l'importance de l'imagination pour imaginer quelque chose afin de le réaliser. Mais il y a aussi la relation inverse, en fait que pour développer le jeu, nous devons savoir développer certaines connaissances. Il y avait un exemple très intéressant, que c'est là que quelqu'un a communiqué dans le livre qui a été écrit par un autre collègue et qui a édité. Et ils ont parlé dans le groupe d'enfants, les enfants ont été très intéressés par les gorilles. Je pense qu'ils s'étaient, j'aimerais jouer au gorille. Mais tout ce qu'ils savaient sur les gorilles était ce qu'ils mangeaient et comment ils sonnaient. Donc le jeu ne pouvait pas vraiment se développer. Et alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cherché un gorille dans la nature. Ils ont cherché beaucoup de choses sur les gorilles ensemble, les enseignants et les enfants. Et cela signifie qu'ils ont pu développer ce jeu des gorilles et l'atteindre beaucoup plus. Donc cela va dans les deux sens. Vous pouvez imaginer quelque chose que vous pouvez par les jeux, vous pouvez apprendre à réaliser des changements dans un monde réel, mais aussi la connaissance du monde réel peut aussi développer votre jeu. Donc, ce n'est pas une direction unique, direction à un sens unique. Retour à la question sur la dialectique quelque part. Oui, et j'aimerais ajouter la façon dont vous considérez la connaissance et le rôle de l'éducation, parce que si vous considérez la connaissance, l'éducation et l'institution où vous devriez apprendre comme c'est, nous avons tellement de choses. Nous avons des recherches, nous avons vécu pendant des milliards d'années. Nous avons un langage, nous avons des noms pour tout. Donc nous savons, et le rôle de l'adulte ou de l'enseignante pourrait être juste de transmettre ça. Mais ce n'est pas ce dont nous avons besoin pour l'avenir. Ce qu'il faut pour l'avenir, c'est ce que vous savez si bien souligné, Nicolas, c'est qu'il faut penser à ce qui est possible, penser à l'avenir, penser à ce qui pourrait être fait différemment. Et il faut encourager cette approche dès le début. Et on ne peut pas dire que l'on dit d'abord aux enfants que tu vas bien, que le monde est en ordre. Et puis plus tard, à 12 ou 18 ans, il faut leur demander de réfléchir librement à tout cela. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Et vous savez, les gens qui ont mis en place ce système sont les décideurs d'aujourd'hui. Nous devons trouver de nouvelles voies et vous êtes géniaux. Vous avez de la fantaisie et de l'imagination. Que pourrions-nous faire? Ce genre d'approche peut être difficile dans certains contextes, dans certaines cultures, mais c'est une sorte d'encouragement d'un esprit qui pourrait penser comment résoudre ce problème, ce qui pourrait être différent, comment transformer notre vie de tous les jours. Et c'est l'idée générale pour laquelle le groupe a voulu ajouter cet aspect du jeu au prix de cette année. Dites-nous comment vous travaillez avec les enfants, comment vous les faites jouer et quelles sont les idées qu'ils ont trouvées pendant le projet. Oui, je pense que le fait de poser ce genre de questions aux enfants leur permet de se demander comment cela pourrait être différent, par exemple. Et pas seulement ce qu'il en est et comment il en est ainsi, mais aussi dès le début de la vie, ce genre de questions qu'il est naturel de se poser. On ne pose pas seulement des questions sur ce que l'on sait, mais aussi sur ce que l'on ne sait pas. Et je pense que c'est important qu'il devienne naturel de poser ce genre de questions. Il faut être proche des enfants, il faut connaître leur jeu, peut-être faire partie du jeu, au moins d'assez près pour pouvoir ajouter des choses. Pardon.
pour pouvoir ajouter des choses qui font que le jeu continue et essaye de jouer d'une autre manière. Et c'est ça la mutualité, l'interconnexion. Un enseignant compétent, c'est très proche de la perspective des enfants pour pouvoir ajouter des savoirs et les défier. Il y a un autre aspect à relier à ce que vous dites, et c'est aussi ceci. Lorsque les adultes participent au jeu avec les enfants, nous avons constaté que cela est lié à la question qui a été mentionnée précédemment au sujet de l'agence. Nous pouvons voir que dans le jeu, les enfants font aussi l'expérience qu'ils peuvent dire non aux contributions de leurs enseignants. Cela pourrait être très difficile à faire dans d'autres situations éducatives, mais nous voyons que dans le jeu, ils le font parce que l'enseignant n'est qu'un participant parmi d'autres. Et parfois, les enfants donnent des suggestions sur la façon de développer un joueur, parfois pour vous enseigner la justice, mais ce n'est pas le cas que les enfants suivent naturellement la suggestion de l'enseignant. Et ils sont souvent très habiles à négocier et à expliquer pourquoi ils ne suivent pas cette direction et vont plutôt dans une autre direction. Il est également très important pour la durabilité de l'État que les enfants, très tôt dans leur vie, fassent l'expérience qu'ils ont le droit de dire non aux autorités et de dire que non, nous voulons faire les choses différemment et qu'ils apprennent à argumenter ou à dire cela sans blesser quelqu'un. Ce qui est important pour eux, et c'est donc une socialisation très importante qu'ils deviennent des agents de ces activités. Ils participent, ils ne sont pas réduits à des récepteurs d'instructions, sinon qu'ils sont des agents de leur propre développement. Et même les jeunes enfants communiquent ces choses. Et nous utilisons la communication verbale, mais toutes les formes non verbales de communication sont également importantes. Et le résultat le plus important est que lorsque les enfants n'aiment pas les idées des enseignants, ils quittent le jeu et oui, le jeu se termine. Ils s'en vont, ils commencent à jouer ailleurs. Ils n'acceptent pas les objections des enseignants et peut-être que parfois vous interprétez cela comme s'ils ne pouvaient pas se connecter et ils ne pouvaient pas continuer à jouer plus de 10 minutes au lieu de vous regarder vous-même et la façon dont vous interromprez leurs idées dans le jeu. Il est donc difficile de trouver un équilibre entre l'initiative de l'enseignant, le jeu en cours et l'initiative des enfants. Ingrid, vous avez levé votre main? Oui. À ce moment même, je pense à ce qui est également important, c'est-à-dire qu'il est difficile en soi de parler de la façon dont les enseignants devraient entrer dans le jeu des enfants, parce que traditionnellement, dans le monde entier, nous ne les faisions pas beaucoup. Mais j'ajouterais même une autre chose que vous utilisez pour m'envoyer en classe, à savoir que ce type de communication et d'interaction avec l'autre pourrait se faire à la table de déjeuner ou lorsque vous êtes dans la forêt. Il ne s'agit pas seulement d'entrer dans le jeu de rôle des enfants. Vous pourrez utiliser ce type de communication dans n'importe quelle situation avec les enfants. Oui, précisément, le point fondamental est d'être réceptif au jeu lorsqu'il entre en jeu, pour ainsi dire. Donc, il n'est pas nécessaire que cela commence par une activité ludique. Cela peut commencer n'importe où et à n'importe quel moment. Mais comment réagissez-vous aux contributions des enfants de différentes sortes? Comment établissez-vous une sorte d'activité mutuelle? Donc, vous devez être préparé. Il n'y a donc rien de nouveau dans le fait d'écouter les enfants. C'est une chose que Laurie Malawusi a dit, par exemple, en écoutant les enfants, mais nous ajoutons ensuite la réactivité. L'écoute ne suffit pas. Les droits à la participation, les droits des enfants à la participation et à la prise de décision dans leur vie signifient qu'ils nous donnent quelque chose, qu'ils nous disent quelque chose ou qu'ils nous montrent quelque chose. Nous devons les écouter. Cela représente en quelque sorte l'échelle de la participation des enfants à l'éducation, de la petite enfance. Et tout cela peut être au cœur de l'éducation, la durabilité, parce que dans les jeux, les enfants pensent ou ont un niveau élevé d'influence. Ils aiment penser qu'ils décident de tout dans les jeux. Et bien sûr, il y aura des enfants qui joueront seuls, ce qui n'est pas ce que vous disiez.
Les enfants ne devraient pas jouer seuls, mais ils sont sous l'autorité de ce que vous dites, sous l'égide de l'orientation des adultes ou de la responsabilité et de l'enseignement réactif du jeu. La partie réactive dans cette appellation de votre théorie est vraiment importante. Elle pourrait être développée de nombreuses manières différentes. Oui, je suis d'accord. Et je pense qu'il est également important de souligner que la réactivité ne signifie pas que vous suivez n'importe quelle suggestion parce que, comme vous le dites, c'est toujours une négociation entre les participants. Quelles suggestions suivons-nous et comment l'activité se développe-t-elle? Mais la chose importante est que vous donniez une sorte de réponse. Donc, pas nécessairement « Oh, je ferai tout ce que vous suggérez » parce que c'est toujours une question de négociation. Merci et bienvenue à Natalia. Je suis ravie de vous voir. Natalia est celle qui a dirigé tous ces projets en Russie et qui se trouve maintenant dans une position difficile, je pense. Avons-nous quelque chose à discuter, Ingrid? Non? Nous pourrions alors peut-être commencer à résumer. Adriana, aimerais-tu dire quelque chose? Non, je pense que vous avez pratiquement tout dit. J'aimerais juste faire de la publicité pour que vous nous rejoigniez afin d'en savoir plus sur les prix EDD. En tant qu'enseignant, représentant à votre rôle, vous savez, le jeu des enfants et les rôles du jeu dans l'éducation pour le développement durable. Alors, je vois que Camilla a mis des liens pour les prix dans le chat. J'ai toujours eu du mal parce que, vous savez, l'enseignant refuse parfois de se joindre au jeu. Mais vous pouvez voir notre Twitter, Facebook. Et je suis ravie d'avoir écouté le rôle de l'enseignant. Et parce que de temps en temps, il refuse parfois de se joindre au jeu parce que ce n'est pas un endroit libre. C'était vraiment nécessaire que quelqu'un dise que vous pouvez vous joindre au jeu des enfants et que c'est toujours un jeu libre et que vous pouvez avoir votre proposition dans ce jeu. Oui, je veux juste dire une chose. Je veux dire que les personnes ici présentes, les personnes qui enverront les candidatures, et je veux dire qu'en pensant à la rédaction de la candidature, elle pourrait porter sur n'importe quel type de sujet. Et ce dont nous parlons maintenant pourrait simplement être un exemple de quelque chose qui s'est passé pendant l'heure du déjeuner ou comment cela s'est passé. Vous pouvez observer quelque chose à propos des enfants. Donc, cela ne veut pas dire que toute la candidature doit être comme ça. C'est un produit de votre travail. OK. Nicolas, voulez-vous dire un dernier mot avant que je continue à parler sur les prix? Oui, je voulais juste vous remercier de m'avoir invité. C'est très agréable d'être invité et de contribuer à cette activité importante. J'ai hâte de voir les suggestions qui vont arriver. Je pense qu'il s'agit d'un sujet intéressant et passionnant pour les candidatures. Oui. Très enthousiaste. Merci Nicolas d'avoir accepté ce rôle unique. Nous avons reçu ce matin le message que Cécilia était malade et qu'elle ne pouvait pas venir aujourd'hui. C'est pourquoi nous n'avons qu'un seul professeur ici. Merci encore et donnez-le notre salutation à Cécilia. Bon, maintenant, rappelez-vous que les candidatures doivent porter sur des activités que vous menez avec des enfants et sur l'idée de durabilité, des changements transformateurs et ce que nous avons fait dans notre établissement. En tant qu'étudiant, vous faites peut-être un travail d'examen ou vous faites quelque chose dans le cadre d'un cours pratique et vous pouvez expliquer l'idée, comment vous l'avez eue, comment vous l'avez mise en œuvre et de quelle manière vous pouvez voir que cela a contribué à un changement transformateur vers la durabilité. Et vous pouvez rédiger tout ça dans votre candidature. La date limite est le 15 avril et ce n'est pas une demande très longue en fait.
Si vous avez l'habitude de faire des demandes de recherche, ce n'est pas du tout la même chose. Nous disons même que vous ne devez pas écrire plus que cela. Et nous vous donnons une sorte de nombre de mots qui n'est pas très difficile à compléter, mais parfois il est difficile d'écrire brièvement. Mais s'il vous plaît, présentez des demandes, des candidatures. Nous trouvons généralement un bon projet dans chaque région du monde et nous en donnons un ou deux étudiants en plus. Ok, quelqu'un, vous voulez dire quelque chose? C'est la dernière fois. Je sais que vous avez commencé à travailler sur la dualité et que vous travaillez avec le Shell, ce qui est très bien. Un de mes collègues de recherche, le professeur Shiraishi, et moi-même sommes en train de promouvoir des expériences de jumelage entre des écoles au Japon et dans la région de Stockholm, ce qui pourrait également être lié à la durabilité, car ces écoles maternelles sont engagées dans des projets d'écoles maternelles durables. Alors, je vous remercie tous d'être venus. Je vous invite à diffuser le lien de l'enregistrement et nous pourrons ensuite nous rappeler que le film est sur la chaîne de YouTube. Ainsi, même si les gens n'ont pas pu être présents aujourd'hui, ils peuvent prendre part à notre discussion par le biais de la chaîne YouTube. Merci d'avoir participé. À bientôt. Au revoir. À la prochaine. Thank you.